Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va évidemment revenir sur l'incroyable match qu'on a vécu cette nuit où les Bulls ont battu Minnesota. Alors c'est vrai, hein, je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'y croyais pas parce que bah voilà, c'était quand même une sacrée équipe qui venait face à nous et puis on venait quand même de se faire bien allumer par Sacramento, même si on a attendu d'être à -30 pour revenir, etc. Mais bref, comme quoi, cette équipe est surprenante hein, et est capable du meilleur comme du pire à chaque fois. L'an dernier, je les appelais les schizophrènes, c'était pas pour rien. Et puis comme quoi aussi, bah voilà, tout peut arriver. Et sur un soir, ils sont capables de se sublimer, de hausser leur niveau et d'être capables de justement se mettre au niveau de l'équipe d'en face. Parce que mine de rien, Minnesota s'est pointé au United Center cette nuit en étant le meilleur bilan ex aequo à l'ouest, de 35-15, ce qui est quand même assez énorme. Ils avaient la meilleure défense de la ligue, et de loin, tu regardes toutes les stats défensives des Wolves, ils sont monstrueux. C'est l'équipe qui encaisse le moins de points, c'est l'équipe qui autorise le plus faible pourcentage au tir à l'adversaire. Ils sont premiers au rebond, ils sont septième au contre. Defensive rating, enfin tout, tu regardes toutes les stats défensives, ils sont monstrueux. Et aussi, c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs à l'extérieur cette saison NBA. Ils en ont 16 victoires jusqu'ici. Donc tu te dis, pour battre ce genre d'équipe, c'est quand même pas simple. Mais pour se donner une chance, il faut, voilà, quand l'équipe en face est au-dessus de toi au niveau de talent, il faut compenser avec d'autres choses. Il faut être plus combatif, il faut les bousculer physiquement, il faut être là sur tous les hustle plays, il faut gagner les rebonds, il faut profiter voilà, de chaque moment pour, dès qu'ils ont un coup de moins bien, il faut appuyer sur l'accélérateur, aller profiter de chaque faiblesse. Et c'est exactement ce que les Bulls ont fait dès l'annonce du 5 de départ où on a vu André Drummond associé avec Vucevic. Et là, tu te dis, waouh, Donovan a décidé donc de contrer la taille de Towns et Gobert et leur impact au rebond, etc. en mettant Vooch et Drummond ensemble sur le parquet pour débuter. Ce qui est, c'est la première fois qu'ils sont titulaires ensemble. Ils ont été alignés parfois 4-5 minutes par-ci par-là sur certains matchs, notamment dernièrement, avec plus ou moins de succès. Mais là, d'entrée, c'était une première. Et voilà, ça c'est pour ceux qui disent tout le temps que Billy Donovan il s'adapte jamais, il fait jamais de changement, nanana. Il a même gagné 2 challenges ce soir. Donc tu vois, même lui, il s'est mis au niveau et c'était une soirée spéciale pour lui. Il était au top de sa forme quoi, et ça a marché quoi. Parce que voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'associer les deux a été une excellente idée et que clairement ça a eu un impact sur le fait qu'on ait battu Minnesota cette nuit. Pas dès le début du match, hein, parce que voilà, il y a eu des possessions défensives sur les premières minutes où tu sentais que l'un et l'autre, ils ne savaient pas trop comment se placer par rapport à l'autre, qui c'est qui va vers le cercle, qui c'est qui reste un peu plus haut, qui fait quoi, qui va. Voilà. C'était un petit peu compliqué. Drummond a dit après le match que bah, ils avaient pas vraiment travaillé ça à part le jour même, quoi, à l'entraînement le matin, et que bah, voilà, et ça n'a pas duré très longtemps à l'entraînement, ils en ont parlé ensuite, et puis ils se sont ajustés au fil du match, et tu as vu qu'au fil des minutes, c'était quand même plus clair, c'était mieux, quoi. Ils sont montés en puissance au fil du match, et tu as vu énormément de bonnes choses défensivement. Vucevic, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs défensifs aux Bulls. Mais clairement, il a été énorme. Il y a eu des contests. Là, Drummond, Vucevic, il y a eu des contests. Il y a eu des contres sur des shoots à 3 points, sur des tentatives près du cercle. Il y a eu des mains actives pour couper les lignes de passe. Il y a eu de la présence au rebond, des hustle play, du physique. De l'autre côté, ils ont mis des paniers en post-up avec des lay-ups. Vucevic qui est parti en drive, qui a provoqué des fautes. Drummond qui a pris des rebonds offensifs, qui a mis des hooks sur la tête à Gobert et qui lui a fait le tout small aussi. Voilà, c'était énormissime. Les deux ont super bien fonctionné et ils ont cumulé à eux deux sur ce match-là 40 points à 17 sur 29 au shoot, ce qui est monstrueux en termes d'adresse et d'efficacité. 22 rebonds, 8 contre, 4 chacun. D'ailleurs, les Bulls ont fini avec 16 contre, ce qui est de loin leur meilleur total cette saison et leur meilleur total depuis 2015. Donc c'est dire si ça commençait à remonter un petit peu cette histoire, mais voilà. Euh, Ceci dit, il a quand même fallu attendre la deuxième mi-temps pour qu'on prenne le contrôle de ce match. Parce qu'en première mi-temps, il y a eu de grosses difficultés. Pas simplement parce que Vooch et Drummond n'étaient pas forcément raccords sur comment se placer ou quoi, mais il faut dire qu'en face, Minnesota, c'est extrêmement fort et spectaculaire.
Ils sont deuxième de la ligue aux assists. Ils ont fait tourner la balle. Il y avait du mouvement loin de la balle. Ça circulait bien, c'était fluide, c'était rapide. Et ils ont été capables d'alterner les moments où il y avait un gros rythme, où ça partait dans tous les sens. Il y avait des passes, des extra passes, des shoots ouverts, etc. Et les moments plus calmes sur jeu placé, où c'était surtout ballon à Anthony Edwards qui fonce dans le tas, qui bouscule tout le monde physiquement et va provoquer des lancers. Face à Kobe, face à Ayo, ah ok, il est plus costaud que Kobe, ok, bah, je vais le défoncer quand même. Il l'a défoncé, il a provoqué des lancers. En deuxième mi-temps, il a mis un dribble dans le dos pour se débarrasser de Caruso. Il l'a laissé sur place et après il est parti finir au cercle, c'était une dinguerie. Bref, il est fort le salaud, il est très 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 fort. Il nous a mis une misère pas possible, mais c'est vraiment un joueur kiffant à regarder jouer quand même. Ce foutu Anthony Edwards. Du coup, il est un des grands responsables du fait que Minnesota mène largement à la pause. Et là, tu dis merde, c'est quand même compliqué parce que là, on a fait un comeback qui au final n'a pas suffi face à Sacramento. Là, contre Minnesota, ça paraît compliqué. D'autant qu'offensivement, en première mi-temps, ça n'a pas été extrêmement emballant. Il n'y a pas eu beaucoup de possibilités de mettre du rythme parce que la défense des Wolves empêchait ça. On a débuté par 0 sur 9 à 3 points, qui étaient la plupart du temps des shoots un peu forcés parce qu'il n'y avait pas d'espace pour attaquer le cercle. Et la plupart des points, c'est DeRozan et Drummond qui les apportaient. Il y a un moment, au bout de 3-4 minutes dans le deuxième quart-temps, on avait inscrit 28 points. Il y en a 20, c'était Demar et Drummond. Et les autres, c'était un panier, un lay-up, un lancer franc, voilà, bref. Voilà. Donc il fallait que les autres se réveillent, et c'est ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, où les hustle plays sont devenus encore plus fréquents, plus solides. Drummond était absolument partout, des contests, des luttes sur tous les rebonds. Caruso, extraordinaire. Stacy King dit souvent dans les commentaires qu'il y a 5 Caruso sur le parquet. Là, tu en avais un qui faisait une aide défensive d'un côté. Tu en avais un autre qui avait les mains actives pour intercepter des ballons. Tu en avais un autre qui venait faire un chase down block. Tu en avais un autre qui se jetait au sol pour récupérer la balle. Tu avais des Caruso partout. DeRozan aussi à ce moment-là a fait 2 belles interceptions pratiquement coup sur coup. Ça a permis de lancer des transitions. Et c'est là qu'on a mis des paniers et surtout qu'on a mis un mec en confiance qui s'appelle Alec Jacoby White. Oh mon Dieu, 3 points à la pause, Kobe White. Pas dans son assiette, tu avais l'impression qu'il était un peu chafouin. Et puis il se heurtait à la défense des Wolves, pas d'espace à exploiter, il était surveillé de près. Deuxième mi-temps, transformation totale. Le moindre espace, boum, 3 points, boum, 3 points, boum, 3 points. Dans tous les sens, de toutes les distances, en step back, en pull-up, bas les couilles frère, boum, 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 boum. Il a envoyé dans tous les sens. C'était un truc de dingue. Et après le match, comme l'a dit DeRozan, Kobe White is a bad man. Et ouais, et là, il a été extraordinaire. Extraordinaire. On revient au score dans ce match-là grâce à lui. Enfin, grâce au seul play défensif qui sont la base de tout. Mais après, offensivement, c'est vraiment lui qui a pris les rênes. Il a dit, allez les gars, montez sur mes épaules, je vais vous emmener à gagner ce match parce que là, on n'y arrive pas offensivement, il faut que je m'y mette. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs encore lui qui nous fait passer devant avec un head one où je crois que c'est devant Gobert où il part en drive face à Gobert, il va finir au cercle de manière totalement acrobatique, en déséquilibre avec le lancer et tout. Donc c'était énorme. À ce moment-là, on mène de 2 points. L'United Center est en feu complet. Et derrière, Kobe va provoquer un passage en force devant Anthony Edwards. Donc voilà, il a aussi fait le taf défensivement. Il a été extraordinaire. Il y a un gros tournant dans la fin de match quand même. C'est qu'à peu près 1 minute 20 de la fin, on mène de 2 points. Et Kyle Anderson, qui est sur le banc des Wolves, prend une technique parce qu'il gueule sur l'arbitre qui était devant lui sur la ligne de touche. L'arbitre se retourne, fait qu'est-ce que tu fous là, toi, ta gueule, boum, technique. Donc ça donne un lancer aux Bulls qui prennent 3 points d'avance avec DeRozan qui met le lancer. Derrière, Karl Anthony Towns met un énorme 3 points alors qu'on a extrêmement bien défendu cette possession. On a fait les rotations, on est venu contester chaque type qui avait la balle pour lui forcer à faire une passe. Ça a bien circulé. Et sur le buzzer des 24 secondes, Karl Anthony Towns, il est à bientôt 8 mètres et il te met ficelle. Donc, qu'est-ce que tu veux faire lui aussi, il a été costaud sur ce match-là, le salopard. Comme Kobe White, il a mis 7 paniers à 3 points sur ce match-là. Donc, c'était énorme. 115 partout. Kobe White prend un long tir à 3 points qui ne rentre pas. Karl Anthony Towns prend un long tir à 3 points qui ne rentre pas. Il reste 2 secondes. Et DeRozan a le dernier shoot. Pardon. Et le loop. Et le match va en prolongation. Mais tu te dis, qu'est-ce qui doit arriver pour que Kobe White ait ce dernier shoot ? C'est son équipe maintenant. C'est lui le patron. C'est lui qui a ramené l'équipe dans ce match-là.
Il est sur des super pourcentages au shoot. Il a fini à 7 sur 13 à 3 points. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Kobe doit faire pour devenir vraiment... En fait, on sait que Demar a été extrêmement clutch tout au long de sa carrière. Il a mis des très très gros paniers. Mais maintenant, c'est ce qu'on aimerait voir. C'est la progression de Kobe White dans ces moments-là aussi. Et il a été excellent dans tout le quatrième quart-temps en plus. C'est pas comme s'il loupait tout, quoi. Il est devenu le patron de cette équipe. C'est à lui que doivent revenir les derniers shoots. C'est dans la logique des choses, dans sa progression à lui. Pour la suite des Bulls aussi, parce que DeMar DeRozan, il est en fin de contrat cet été, c'est pas dit qu'il revienne. Et ça se trouve, il sera plus là après la deadline. C'est maintenant qu'il faut que les jeunes ils montent en puissance, qu'on leur donne de l'expérience, etc. Et ça passe par donner ce genre de shoot-là à Kobe White, qui est devenu désormais ton meilleur joueur, quoi. Parce que quelle saison il nous fait, Kobe White. Oh, quelle saison il nous fait. Mais bref, donc on va en prolongation. L'année dernière, il y avait eu 2 prolongations dans ce match-là, le Bulls-Wolves United Center. Cette fois-ci, il n'y en aura qu'une, parce que là, DeRozan, autant il a loupé le shoot sur le buzzer. Et c'est pareil, s'il l'avait mis, tout le monde dirait « Oh, extraordinaire, DeRozan, ultra clutch, tout ce que tu veux », on serait tous ultra contents, évidemment, normal. Mais il l'a loupé, donc du coup, tu te dis « Pourquoi c'est pas Kobe qui l'a pris ?» C'est toujours pareil, hein. C'est la réaction finale qui engendre ensuite les questions, quoi. Mais bref, DeRozan, il a dit « Bon, allez, là, il y en a marre ». Dans la prolongation, les Bulls ont mis 14 points, il en a mis 10. Et les 4 autres, c'est Drummond. Donc voilà, au début du match, il y avait 20 des 28 premiers points, c'était DeRozan et Drummond. Dans la prolongation, tous les points, c'est DeRozan et Drummond. D'ailleurs, sur les 2 paniers de Drummond, il y en a un sur une passe de DeRozan et l'autre sur une passe de Vucevic. Comme quoi l'entente était un petit peu montée en puissance. Et au final, on s'impose 129-123 après avoir remonté 23 points de retard face à la meilleure défense de la NBA. Donc voilà, tu ne sais jamais avec cette équipe. Qu'est-ce qui va se passer? Peu importe qui est en face, tu peux mener 20 points et te faire rattraper, comme ça avait été le cas à Charlotte, ou dans d'autres matchs aussi. Tu peux être mené de 30 points comme contre Sacramento et tu peux revenir, enfin en grande partie. Là, tu es mené de 23 points, tu reviens. On a eu toutes sortes de scénarios à plusieurs reprises où tu gages des avances de 15, 18, 20, 22 points, où tu remontes des retards de 15, 18, 20, 25, 30 points. Après, tu les perds, tu les gagnes. Mais voilà, on a eu droit à tout ça plein de fois dans la saison. Et c'est pour ça qu'on est moyen, quoi, qu'au final. Parce qu'on n'est pas capable de faire le même genre de prestations sur la durée. Et d'ailleurs, celle-ci, voilà, on sait très bien qu'on ne va pas la retrouver de sitôt. Mais bon, bref. On a parlé de Drummond. On a parlé de Vooch, qui a été excellent. On a parlé de Kobe White, qui était monstrueux. Pétard ambulant sur la deuxième mi-temps. Il a fini avec 33 points et donc 7 paniers à 3 points. DeMar DeRozan aussi a fini avec 33 points, donc 10 en prolongation, avec un fabuleux 17 sur 18 au lancer franc. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là aussi, c'est qu'on est allé provoquer énormément de lancers francs. On en a provoqué 32 au final. Et ça, c'est très très important, surtout face à une équipe comme Minnesota qui a l'habitude d'être l'équipe qui provoque beaucoup de lancers francs, il marque beaucoup de points comme ça. Là c'est nous qui avons dominé les débats à ce niveau-là, et c'est extrêmement important. Et quand tu t'imposes en prolongation, tous les paniers, tous les shoots ont compté, toutes les fautes ont compté, et on en a provoqué énormément. Gobert a fini à 5 fautes, Towns et Edwards à 4, ou 5 pour Edwards peut-être aussi. Donc voilà, les principaux joueurs ont été beaucoup mis à contribution. Et alors là, il y a une ligne de stats qui est extraordinaire, c'est celle d'Alex Caruso. Parce que tu ne peux pas faire plus Alex Caruso que la ligne de stats qu'il a posée cette nuit. Alex Caruso, cette nuit, il a mis 3 points. Il a pris 9 rebonds. Il a donné 6 passes décisives. Il a intercepté 2 ballons. Il a fait 4 contres. Il était à plus 19 ou plus minus. Alex Caruso, certifié. Tampon Alex Caruso. Voilà. La ligne de stats Alex Caruso, quoi. Espérons qu'ils ne partent pas d'ici la deadline de jeudi à 19h en horaire français, parce que franchement, ça mettrait les balles graves. Mais le problème, on va parler de la deadline, hein, mais le problème, c'est que ce match-là, contre les Wolves, c'est typiquement le genre de match que les dirigeants vont nous ressortir pour expliquer que, pour gagner du temps et pour nous dire, oui, vous voyez, on est capable de battre des grosses équipes, le talent il est là, on n'a pas besoin de faire de gros changements. Et puis l'année prochaine, on va récupérer Lonzo Ball, on va récupérer Zach LaVine après son opération, on va prolonger Demar cet été, tout va bien, c'est la fête, on est trop fort, continuité, tout ça, blablabla. Alors tout le monde le sait qu'il faut que quelque chose change, ça fait 3 ans que cette équipe c'est la même base, il n'y a que la progression de Kobe White et Ayo Dosunmu cette saison qui te font kiffer.
Parce que tu sais que l'équipe, elle reste moyenne. On est quand même englué depuis 6 semaines à la 9e place, avec pratiquement toujours le même écart avec le 8e, et toujours le même écart avec le 10e. Ça n'a pas bougé depuis 6 semaines. Donc, on ne va pas progresser. Autant faire des changements, essayer voilà, construire un peu plus sur l'avenir, plus loin que les 2 prochains mois qui restent de saison régulière et le play-in, quoi. Mais voilà, après, c'est les dirigeants des Bulls, hein, donc voilà, c'est toujours aussi, c'est toujours euh, un petit peu compliqué. Mais puisqu'on en est là à la deadline et tout ça, je vais clarifier ce que j'ai dit sur Zach LaVine dans la dernière vidéo où je parlais de sa situation, de son opération, que c'était un petit peu prémédité et tout ça, qu'en gros il l'a fait exprès pour pas aller à Détroit. Et honnêtement, je comprends cette démarche. J'ai pas dit Zach, tu fais chier, t'es un connard, pourquoi t'as fait ça? J'ai dit, ce serait pas étonnant qu'il l'ait fait, mais après, de son point de vue, si tu te mets à sa place, tu as joué à Minnesota, tu as joué aux Bulls, tu n'as pas beaucoup connu de victoire dans ta carrière, tu as joué une série de playoffs. Euh, tu te dis, on va t'envoyer aux Pistons, t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie d'y aller. T'as réclamé un trade. Les mecs ont refusé une offre des Lakers. Ils ont refusé une offre des Knicks. Ils veulent t'envoyer aux Pistons parce que c'est une des rares équipes qui est encore intéressée et qui éventuellement est prête à faire un package. Zach LaVine, il a dit, si pour pas aller à Détroit, je me fais opérer en février plutôt qu'en avril. Vas-y, mec, vas-y. C'est quoi, je l'ouvre moi-même. Je l'ouvre moi-même le pied. Vas-y, je fais l'opération moi-même. Je vais pas à Détroit. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Après, du point de vue de la franchise, forcément, ça se ressent comme un gros fuck you. Parce que il dit, bon, voilà, tu veux partir, on a refusé certaines offres, on va t'envoyer à Détroit, quoi. Donc, voilà. Le truc, c'est que Zach et son agence, ils n'ont pas fait de sentiments. Ils ne sont pas là pour faire des sentiments. Alors que les dirigeants des Bulls, t'as un peu l'impression quand même qu'ils sont là, ouais, mais on l'aime bien. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont été appelés, qui ont eu des offres dernièrement où ils ont dit, genre Caruso, ah ouais, mais il est tellement précieux pour nous, il est trop important, on peut pas s'en débarrasser, nanana, tu vois. Alors que je dis pas qu'il faut absolument se jeter sur la moindre offre et la prendre, hein, ce sera encore plus con que tout le reste. Euh, mais il ne faut pas dire non à tout non plus, parce qu'au bout d'un moment, plus tu vas dire non à des offres, et avec le temps qui passe, les joueurs ils perdent de la valeur, il suffit qu'ils se blessent, comme Zach LaVine. Là, si tu avais pu jouer la montre, si Zach LaVine était en pleine forme, tu pourrais dire, bon, on a peut-être d'autres candidats qui peuvent appeler pour essayer de l'avoir. Mais là, si tu l'avais dégagé cet été, mettons, enfin l'été dernier, tu aurais eu une bien meilleure contrepartie. Et plus tu attends, et moins la contrepartie que tu veux, elle va être importante. Et donc à force de refuser une grosse contrepartie, non, 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 une autre contrepartie un peu moins bien, ah ouais, mais non, non, non. Maintenant, la contrepartie, elle va être, et tu vas être obligé de dire oui, parce que Zach veut se barrer, toi tu veux qu'il se barre, et tu as bien fait comprendre que si tu essayais de la lui faire à l'envers, il allait te la mettre profond. Ah, vous voulez m'envoyer aux Pistons? Opération, terminé, on n'en parle plus d'histoire. Donc, voilà. Voilà. Normalement, si tu as un front office potable, tu fais des changements. Normalement, DeRozan ne devrait plus être là jeudi. Parce qu'il lui reste 4 mois de contrat et qu'apparemment, ça ne s'entend pas forcément bien dans les discussions pour les prolongations. Il a de grandes chances de partir cet été, même si ça peut encore changer d'ici là, évidemment, mais la tendance du moment, c'est qu'il va partir cet été, chercher un autre contrat, peut-être aller jouer aux Lakers ou aux Clippers comme il a failli le faire avant de signer aux Bulls il y a 3 ans. Essayons de le dégager maintenant, de récupérer au moins un pic de draft, même s'il n'est pas immense, plutôt qu'il parte cet été contre rien du tout et tout ce que tu as fait, c'est économiser son salaire. Voilà. Drummond, il pourrait partir aussi. Caruso pourrait partir aussi. Il y a plein d'équipes intéressées sur Caruso, sur Drummond. Il y a de plus en plus de rumeurs avec son nom qui revient dedans. Mais on va probablement rien faire parce qu'on aime nos joueurs. Les dirigeants sont là, ouais, mais tu vois, il y a l'affect et tout. Alors que quand tu es dirigeant, nous, en tant que fans, bien sûr, tu peux kiffer un joueur, tu peux te dire s'il part, ah putain, ça fait chier. Honnêtement, tous, si Caruso il se barre, on va dire, ah putain, c'est pas croyable. On adorait Caruso, c'est incroyable quoi. Ça dépend toujours de la contrepartie. Mais le front office ne peut pas se dire ça.
Un front office, ça doit dire, bon, Caruso, on nous propose ça, ça nous va, il dégage. Voilà. Parce que là, franchement, encore là, comme je l'ai dit, on est collé à la 9e place. Depuis 6 semaines à peu près, depuis quasiment mi-décembre, on est 9e. Il y a toujours à peu près le même écart avec le 8e, 3-4 victoires. On n'a pas réduit ou augmenté ce déficit. Il y a toujours le même écart avec le 10e. On n'a pas réduit ou augmenté ce déficit. Donc, on fait du surplace. Mais on aime le surplace à Chicago apparemment. Les Bulls aiment le surplace. Donc voilà. On sait pas. Est-ce que... Voilà, on va attendre cette deadline demain. Donc 19h horaire français. Je me tâte toujours à faire une vidéo en live. Genre juste après la fin de la deadline pour faire un petit peu le bilan. Je pense qu'on peut peut-être éventuellement se caler ça. On verra. Mais ça risque de pas bouger, quoi. Si ça bouge pas, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Bref, on verra bien, parce qu'en plus, le même soir, on se déplace à Memphis. Donc on va surveiller ça. Beau match avec Derrick Rose qui est revenu en plus de blessure face aux Knicks cette nuit. Donc il devrait jouer aussi face à nous. Ce sera cool de le voir à Memphis. Donc on va suivre ce match-là avec intérêt, qui sera donc le premier après la deadline. Et puis voilà, c'est le premier d'une série de 4 déplacements jusqu'au All-Star Game. On va à Memphis, on va à Orlando, on va à Atlanta et on finit à Cleveland avant donc la coupure du All-Star Game. Donc un programme assez copieux. Donc on va se retrouver très très bientôt, hein, parce que là il va y avoir sûrement des trucs avec la deadline et puis le match contre Memphis. Donc vidéo à venir très très prochainement pour parler de tout ça. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.